Bien, bonjour à tous, on va commencer. Je vais éviter de parler trop fort, a priori. Donc bienvenue à la conférence, la session sur les API hypermédias, où on parlera d'API hypermédias si on veut franciser ou angliciser le terme. Donc assez rapidement, petite introduction pour me présenter. Peut-être que certains d'entre vous, et même j'en suis sûr, me connaissent. D'autres non. Je m'appelle David Martin, je travaille chez Hippon Technologies. Je suis développeur depuis pas mal d'années maintenant. Par coquetterie, on ne cite plus le nombre d'années au bout d'un certain temps. Chez Hippon, je suis directeur du pôle conseil depuis quelques années aussi. On va commencer par entrer dans le sujet par une citation de quelqu'un qui est connu, qui différencie le bon développeur du mauvais développeur, comme on a l'habitude de voir des fois dans certaines catégories. Pour Linus, le bon développeur, c'est quelqu'un qui va plutôt s'occuper des structures de données, des relations entre elles, plutôt que de regarder plutôt de façon nombriliste son code. On va garder ça à l'esprit parce que c'est un petit peu le sujet, le fil rouge de la presse. L'objectif aujourd'hui, donc, c'est de présenter ce qu'est une relation hypermédia, le rôle qu'elle peut jouer dans une API, comment elle peut se mettre en œuvre. Donc on va y aller maintenant. Première définition, juste pour qu'on s'entende sur le terme, qu'est-ce que je vais appeler une API web? Une API web, pour moi, ça va être une interface qui va permettre d'agir sur des données en utilisant les technologies du web, que ce soit protocole ou format d'échange. Les API, force est de constater qu'on en trouve partout. Alors après, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est juste un phénomène de mode? Est-ce que c'est quelque chose qui répond vraiment à des cas d'utilisation de la vraie vie? En tout cas, tout le monde a son API en 2015, que ce soit les super startups qui naissent chaque jour, que ce soit les grands du web, ou même, et là c'est dire qu'il y a des choses qui bougent, les institutions, j'en ai cité quelques-unes, institutions françaises, qui ouvrent leurs données dans la mouvance Open Data, pour certaines au travers des API. Alors, pourquoi les API, alors qu'il y a encore 10-15 ans, on parlait d'autres façons d'exposer la donnée ou les services? C'est relativement simple de construire une API au jour d'aujourd'hui. Le corollaire, c'est que comme c'est simple, c'est relativement rapide aussi. Et ça s'adapte pas mal aux cas d'utilisation que l'on rencontre. Typiquement, la donnée, on la consomme à travers nos navigateurs web. Les API souvent utilisent JSON pour formater la donnée. Il se trouve que les navigateurs web, via leur moteur JavaScript, sont déjà câblés pour processer ce format. Donc ça se prête plutôt bien à ce cas d'utilisation. On peut aussi quand même noter qu'il y a un petit côté mode qui rentre derrière et que les API, si elles plaisent, c'est aussi parce que le voisin en fait et que si le voisin en fait, c'est peut-être intéressant d'en faire soi-même. Alors créer son API, au début, quand on y regarde un petit peu, ça a l'air d'être assez simple. On commence par choisir un framework, soit un framework qui est directement spécialisé ou alors un framework qui est généraliste, qui sait faire de l'application web. On définit quelques ressources, on met des jolies annotations dessus pour le marshalling. Et globalement, avec un petit peu de conf justement pour le marshaller entre autres ou pour le routing, on obtient quelque chose qui peut commencer à être consommé. Et donc on peut se dire que globalement, ça semble assez simple d'exposer ces données sous forme d'une API web. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? Quelques unités de temps variables selon les individus et les projets. On obtient des URL qui sont en général assez jolies puisque tout le monde s'attarde à choisir des mots super pertinents, surtout pas de verbes, que des noms. Donc on a maintenant des API qui ont des URL qui sont plutôt lisibles, en tout cas pour l'humain. De plus en plus, on va utiliser une plage des verbes HTTP qui est importante. On va quitter le couple de verbes get et post couramment utilisés pour utiliser du put, du delete. Et si on est un petit peu ambitieux, on peut aller sur le patch ou on peut en essayer d'autres. Si on pousse encore un petit peu plus loin, on peut même regarder ce qui se passe au niveau des headers et commencer à utiliser les headers dans l'API pour faire transiter de la métadonnée. Et puis, on découvre assez rapidement que le protocole HTTP propose toute une palette de status code. Et les status codes ont une signification et assez souvent, on se replie sur cette définition pour exprimer le comportement de l'API. Et enfin, qu'est-ce qu'on retourne? Typiquement des représentations JSON qui ne sont autres que nos POJO qui ont été sérialisés. Donc ça peut ressembler à quelque chose de ce genre-là. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut croiser sur les API que l'on développe. Assez souvent, donc on accompagne ça d'une documentation, plus ou moins jolie. La documentation, ça va ressembler à ça. On va dire, bah voilà, ici vous avez un point d'entrée. Le point d'entrée, bah voilà ce qu'il doit faire, comment il fonctionne et quel service il rend. Ce point d'entrée, potentiellement, il attend un certain nombre de paramètres, donc on décrit les paramètres.
Ici, un exemple simple, la pagination. Comment on peut faire pour paginer sur ce point d'entrée qui retourne une collection d'éléments? Eh bien, on passe un paramètre page que l'on va valoriser avec un entier positif. Donc tout ça, ça semble à peu près normal. On se dit, bah voilà, on crée des API, jusqu'ici tout va bien, il n'y a rien de choquant. Je vais juste faire une petite parenthèse et essayer de projeter ça sur le web. Imaginons que le web tel qu'on le connaît ne soit plus tout à fait la même chose. Imaginons maintenant que si vous vouliez utiliser Facebook, vous n'ayez plus de relation hypermédia, mais une documentation à la place. Quelque chose qui vous dise, bah voilà, vous êtes sur votre page, vous voulez aller voir vos amis. Eh bien, si vous voulez voir vos amis, il va falloir construire vous-même l'URL en concaténant quelque chose avec le pseudo de l'ami en question. De la même façon, imaginez que vous utilisiez Google, non plus en utilisant toutes les possibilités de relations hypermédias, mais en construisant vous-même les liens. Vous voulez faire une recherche, mais on vous dit comment faire la recherche. Vous allez concaténer des choses ensemble pour pouvoir lancer la recherche. Après, Google renvoyant des millions de documents, c'est forcément paginé, donc du coup, on vous explique comment paginer. Vous construisez vous-même les URL. Donc là, j'ai envie de faire un petit script avec vous et échanger, mais j'ai un peu écrit les réponses, mais j'espère que ça serait les vôtres quand même. Donc la question, c'est est-ce que vous avez envie d'apprendre pour chaque site la façon de construire les liens et de construire vous-même tous les liens et de les apprendre par cœur? J'ose espérer que la réponse soit non, donc je vous la suggère. Et donc la question derrière, c'est pourquoi vous ne voulez pas écrire ces liens? Tout simplement parce qu'ils existent et il suffit de cliquer dessus. Donc à quoi bon construire quelque chose alors que le lien, la relation hypermédia a été inventée, construite, existe déjà sur le web? Vous voyez peut-être déjà un petit peu où je veux en venir. Donc en fait, sur le web, tout est connecté. On a donc une navigation qui est intuitive. Intuitive pour l'humain, on va comprendre qu'en cliquant, on va aller d'une ressource A à une ressource B. On va pouvoir découvrir des nouveautés, comprendre qu'il y a un nouveau lien, comprendre son sens, et donc on va s'adapter aux changements des interfaces web qui nous sont proposées. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est l'humain. L'humain, il est intelligent, donc il sait faire ça, il sait comprendre le sens des choses et faire des décisions, prendre des décisions dessus. Regardons maintenant le côté client. Vous avez des navigateurs. Votre navigateur, il sait aussi faire des choses, il sait exploiter les liens. Preuve en est, il va charger toutes les feuilles de style, il va charger les fichiers JavaScript. Donc il va comprendre la symbolique, tout ce qui constitue un lien. Il va savoir, en fonction de tel ou tel lien, prendre une décision. Est-ce que je dois le récupérer maintenant, plus tard, jamais? Laisser ça à l'utilisateur final. Et ça, il le fait tout seul. On n'a pas besoin de lui dire quoi faire. Donc, est-ce que votre navigateur web est doté d'une intelligence particulière? J'aurais tendance à dire que non. Il est juste doté d'un certain nombre de mécanismes, de réflexes à opérer lorsqu'il charge une page, et puis c'est tout. Donc revenons maintenant un petit peu plus sur les API. Une API, souvent, est qualifiée d'API REST. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit en 2000 une thèse sur le sujet. Une thèse qui décrit un style d'architecture. Et force est de constater que ce style d'architecture, il est aussi connu du fait de son acronyme que méconnu par son contenu. Et pourtant, ça fait déjà 15 ans qu'il a été introduit. Donc on aura tous, je pense, eu largement le temps de parcourir les quelques pages de la thèse, d'autant plus que c'est pas excessivement verbeux. Ce style d'architecture pose un certain nombre de concepts, dont le but est de construire des architectures distribuées pérennes à l'échelle de décennies, donc quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans le temps. Et ce style d'architecture, pour arriver à cet objectif assez ambitieux, il définit des règles, des contraintes qu'il faut toutes respecter, sinon on ne peut pas atteindre cet objectif de pérennité, en tout cas sur l'ordre de la décennie. Et parmi ces règles, il y en a une qui est citée, qui est justement d'utiliser les relations hypermédiaires entre les ressources. Et bizarrement, celle-là, elle est assez souvent squeezée. Du coup, quand bien même ça a été écrit en 2000, en 2008, l'auteur, qui n'est autre que Roy Fielding, a décidé de recommuniquer un peu plus directement dessus, en rappelant quand même que, voilà, il existait les relations hypermédiaires, que c'était quelque chose qui était central dans sa thèse sur le style d'architecture REST. Et il se demande qu'est-ce qu'il faudrait rajouter à sa thèse, enfin, qu'est-ce qu'il a raté dans sa com pour que les gens soient complètement passés à côté de cet aspect. Il rappelle aussi l'objectif, le style d'architecture REST, c'est fait pour construire des interfaces qui vont s'inscrire dans la durée à l'échelle de décennies. Donc, quelque part, lorsqu'on fait le choix d'épouser ce style d'architecture, c'est que l'on souhaite construire quelque chose de vraiment durable. Donc autant y aller à fond. La même année, en 2008, à la QCon, il y a Leonard Richardson qui a proposé un modèle pour permettre de juger, qualifier, évaluer l'API, où est-ce qu'elle se trouve par rapport au style d'architecture REST, et il a découpé ça en différents niveaux. Vous avez certainement déjà vu ce diagramme que j'ai reproduit ici.
En fait, on part au début du niveau le plus bas, le niveau 0, c'est lorsqu'on est encore emprunt de toute la philosophie des web services à la SOAP, où on a plus une approche RPC. Et au fur et à mesure, on commence à épouser les concepts, en commençant à intégrer non plus des actions des services, mais plutôt de la ressource. On commence à intégrer le fait que le protocole HTTP est déjà porteur de beaucoup d'informations et que l'interface qu'il propose permet de manipuler les données. Du coup, on exploite au niveau 2 un des aspects qui sont l'utilisation des verbes HTTP. Et enfin, le nirvana, le niveau 4, niveau 3, donc qui est le quatrième, c'est celui qui met justement en exergue l'importance des relations hypermédias et le rôle qu'elles peuvent jouer. S'il se trouve tout en haut, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est que d'une part, il est préférable d'avoir rempli les différents niveaux précédemment. D'autre part, c'est que c'est pas forcément le niveau le plus simple à appréhender, ni le niveau le plus simple à implémenter. Pour autant, c'est un niveau important. Donc j'ai envie de dire, ça fait 15 ans qu'on a la doc, ça a été rappelé plusieurs fois, il y a eu des piqûres de rappel. Donc il faut lire cette doc, il faut lire la doc, il faut lire la spec. Il faut s'y coller un petit peu, il n'y a pas beaucoup de pages, que ce soit la spec HTTP qui est un peu plus verbeuse mais qui n'est pas non plus énorme. On lit des fois des livres qui sont un peu plus gros comme du Harry Potter, donc on peut quand même faire l'effort. Et la thèse de Roy Fielding qui pose un certain nombre de concepts, et après tous les articles qui vont graviter autour, à condition que ces articles soient signés de personnes bien sachantes sur le sujet, parce que des articles sur le sujet on en trouve plein, mais ils sont souvent assez simplistes. Donc peut-être que vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de toutes ces relations hypermédias? C'est quoi le but? À quoi ça sert? Pourquoi s'embêter à faire ça alors qu'on arrive à faire des API en 2 coups de cuillère à peau? Bien, lorsqu'on n'en utilise pas, qu'est-ce qui se passe? On va créer des clients qui vont consommer les API, puisque le but c'est quand même d'être consommé pour une API, pas que de se faire mousser par rapport à la concurrence. Et lorsque les clients vont être créés, ils vont devoir hardcoder les chemins, construire, comme je vous le mettais au début, des URL en concaténant certaines parties avec d'autres, potentiellement en s'appuyant sur des choses un peu plus avancées pour créer les chemins, mais dans tous les cas, ils vont devoir les hardcoder. Donc ils vont être possesseurs d'une certaine forme de connaissance qui normalement ne devrait rester que propriété de l'API. Autre point, ils doivent connaître les flows, les enchaînements. Je suis sur telle ressource, je connais les différents flows, moi le client, et je les hardcode dans ma logique. Ce qui fait que si demain ça doit évoluer, le client va devoir suivre. Si c'est modifié, le client va être pété. Donc on obtient quoi? On obtient un client qui est limité, qui est contraint, qui est intimement couplé à l'API. Et donc, derrière, celui qui maintient l'API, il est coincé. Toute évolution présente un risque, et un risque fort, un risque de casser l'écosystème qui a été bâti. Et la finalité d'une API, c'est justement de monter tout un écosystème de consommateurs de la donnée, et casser cet écosystème, c'est absolument à éviter. Maintenant, imaginons qu'on introduise des relations hypermédias. Là, je vais juste vous demander de me croire un petit peu sur parole. Avec des relations hypermédias, le client va être en capacité de découvrir les relations. Il va savoir ce qu'est un lien, il va savoir comment le chercher. Le lien va potentiellement être associé à une information sémantique qui va permettre de qualifier ce lien, de faire comprendre au client, mais oui, c'est un lien qui me permet de faire ça, donc je peux l'utiliser. Et donc du coup, le client, il va consommer le lien. Il va le prendre, il va exécuter une méthode sur ce lien, et il ne va plus le construire, il ne va pas chercher à le construire, il va juste chercher à associer un concept sémantique, prendre le lien et dire voilà, c'est comme ça que je fais mon action. Potentiellement, en rajoutant des nouveaux liens dans une ressource, dans la représentation d'une ressource, le client va être aussi en capacité de dire tiens, ce lien-là, je ne connais pas, c'est nouveau. Plutôt que de l'ignorer, ce qui est déjà une bonne chose, plutôt que de casser, je peux peut-être aussi loguer, informer, et permettre justement aux mainteneurs des clients de dire tiens, l'API elle a bougé un petit peu, là il y a des nouveautés qui sont arrivées, peut-être qu'il serait intéressant de se replonger justement sur la dernière documentation ou regarder nous-mêmes comment est l'API à l'instant T et faire évoluer le client pour épouser ces nouvelles fonctionnalités. Donc avec cette approche, on obtient quoi? On obtient des clients qui sont plus robustes, des clients qui vont pouvoir digérer plus facilement des évolutions, des clients qui vont plus être intimement liés avec les rouages internes de l'API et qui vont juste, par des définitions sémantiques sur les liens, savoir quel lien prendre sans chercher du tout à le construire. Je vais maintenant zoomer un petit peu sur des cas concrets pour illustrer un petit peu de ces propos. Ça reste toujours assez théorique, et le problème quand c'est théorique, c'est qu'on a du mal à se projeter sur nos use cases de tous les jours. Imaginons un cas hyper simple. Je souhaite récupérer une représentation d'une ressource qui est un utilisateur d'IT Crowd. Du coup,
typiquement, je peux avoir ce type d'interface. Je fais un get sur la ressource, on me retourne une représentation qui est au format JSON, et puis à côté, j'ai une documentation qui me permet de dire, moi, le développeur du client, ok, si je veux accéder aux amis de Roy, il suffit que je construise l'URL en respectant ce pattern. Très bien, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de la fragilité qui est induite avec ça. Si on fait évoluer légèrement la représentation de la ressource, et que du coup on propose le lien, qui était précédemment dans la documentation, directement dans la représentation, en le flaguant avec une information sémantique, l'URL à la fin, qui dit, bah voilà, cette URL correspond aux amis d'un individu qui est représenté, il suffit de la prendre et de l'utiliser. Donc là, le client, du coup, n'a plus besoin d'hardcoder la logique. Il va dire, voilà, je sais que pour les amis, il faut que je cherche un lien, flaguer friends, et ensuite j'utilise ce lien, je veux récupérer la ressource associée, donc je vais faire un get sur cette URL qui a été fournie directement dans la représentation. Imaginons maintenant que cette même API, elle évolue, puisque les personnes qui l'ont appelée en montée souhaitent rajouter des fonctionnalités ou corriger certaines erreurs, comme le Z à la fin de friends. Eh bien, c'est pas grave, on peut le faire. C'est pas traumatisant. On va changer l'URL. L'information sémantique reste strictement la même. On consomme toujours la même URL. Le client n'a rien vu. Il n'a pas besoin de voir. Au final, il ne fait que consommer. Et puis, un nouveau lien est apparu. Les gens que vous êtes supposés connaître. Cette nouveauté, le client, de prime abord, il ne va pas forcément savoir l'interpréter. Il ne sait pas ce que c'est que People Humano. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, il peut ne pas casser et de se dire, bon, ok, je digère l'information, je constate qu'il y a une nouveauté, mais ça ne me perturbe pas. Par contre, je vais le loguer, je vais informer mes auteurs, sous une forme ou sous une autre, qu'il existe quelque chose de nouveau et que peut-être ça peut être intéressant pour les fonctionnalités même de l'application de le prendre en considération. Et là, du coup, on voit bien la souplesse qui est introduite par cette approche. Donc le premier constat, a priori, développer un client pour consommer une API comme ça ne requiert pas la magie noire, qu'on n'a pas besoin de développer des choses hyper complexes. Le client va rester relativement simple. Plutôt que de construire une URL, ce qui n'est pas forcément toujours trivial, il va plutôt chercher à parser la réponse et extraire l'URL qui est contenue dedans. Et donc la conséquence que j'ai décrite juste avant, c'est que l'API commence à bénéficier de souplesse pour pouvoir évoluer. Et grâce à cette façon de présenter la donnée, on va pouvoir introduire plus facilement de l'évolution et des changements. La règle de base, c'est que le client ne consomme que ce dont il a besoin. Il ne va plus créer d'URL, et donc il va avertir, ça c'est juste une best practice, avertir éventuellement de nouvelles features qu'il aurait pu découvrir. Je prends un deuxième exemple. Un exemple assez classique d'évolution d'une API. Assez souvent, on se dit il va falloir versionner parce que je vais introduire une nouvelle représentation qui est assez traumatisante par rapport à la précédente. Du coup, je ne sais pas trop comment m'y prendre, donc je vais passer d'une V1 à une V2. Imaginons qu'on ait une API qui retourne une représentation de ressources qui soit liée à une représentation d'un utilisateur sous un certain format et qu'on veuille faire évoluer de façon assez traumatisante ce format vers une nouvelle version, une version 2. Une proposition qui peut être faite, c'est de se dire on va potentiellement, dans un premier temps, faire cohabiter les deux, ce qui va permettre de faire une transition soft entre deux versions. Le client sera en capacité de continuer à consommer la version 1, sauf qu'on a rajouté quelque chose. On a dit voilà, il y a un flag deprecated, sache client que potentiellement, à un terme qui reste à définir, et la documentation peut aider là-dessus, ce lien, cette relation, elle va être dépréciée, et donc à un moment donné, elle va disparaître. Au profit de quelque chose d'autre qui est introduit, donc le nouveau lien qui est en dessous, et si le client est bien éduqué, il aura informé justement de la détection de ces variations par rapport au format qu'il a l'habitude de consommer. Et là, on va pouvoir proposer, dans la même réponse, une transition entre deux versions qui peuvent potentiellement être assez différentes. On n'a pas besoin d'embarquer les ressources complètement, on utilise des relations hypermédias. Si on avait dû embarquer les ressources sans utiliser les relations, on n'aurait pas pu se payer le luxe de faire vivre dans la même représentation la V1 du user à côté de la V2. Ça aurait pu gonfler de façon excessive la représentation globale. Puisque là on a affaire à des relations avec des ressources, on peut très bien se payer le luxe de rajouter ne serait-ce qu'un seul lien. Un lien, ça consomme peu d'espace, et encore moins lorsque la réponse est compressée.
Mais les relations hypermédias, les liens qui vont pointer vers des ressources, ne sont pas forcément portés que dans la partie représentation. On peut aussi faire transiter cette information à d'autres endroits. Un exemple assez classique, lorsqu'on crée une nouvelle ressource, il est d'usage de créer la nouvelle ressource, il y a des débats là-dessus, mais globalement en postant sur le point d'entrée qui représente la collection de ces mêmes ressources. Assez typiquement, on va répondre avec un status code 201 pour dire OK, on a créé quelque chose, et pas forcément retourner l'URL qui pointe vers la nouvelle ressource qui a été créée. Il peut être intéressant de connaître ce mode de fonctionnement-là. Si on retourne une 201 et qu'on utilise le header content location en fournissant dans le content location l'URL de la nouvelle ressource créée, non seulement, et dans le body bien sûr on retourne la représentation, non seulement on informe le client que OK, ça s'est bien passé, deuxièmement, voici à quoi ressemble la ressource qui vient d'être créée, troisièmement, voici le lien qui pointe vers cette ressource, tel qu'il a été généré par l'API. Et le client n'a pas forcément la main, justement, sur cet adressage. Il faut savoir qu'il y a un autre effet de bord qui est assez intéressant lorsqu'on fait un post avec cette syntaxe, c'est qu'en fait, les caches intermédiaires vont aussi en bénéficier. On va poster, donc le post, par définition, va invalider les caches, mais du fait de l'utilisation du content location et de la représentation, la réponse va permettre de réhydrater le cache tout de suite. Donc on invalide, et en un seul round trip, on le réhydrate. Donc il y a quand même un effet bénéfique par rapport à un 303, une redirection avec un location, c'est qu'on évite un round trip. Donc en un coup, on a fait plein de choses. On a averti le client de pas mal d'informations, plus tous les caches intermédiaires qui étaient sur la route ont reçu aussi des informations à valeur. L'invalidation, ça c'est par défaut à cause du post, mais surtout la réhydratation avec des données fraîches. Autre header qui permet aussi de faire transiter des relations hypermédias entre les ressources, c'est le header link. J'ai pris un exemple que peut-être certains d'entre vous utilisent ou au moins connaissent, c'est l'API de GitHub. GitHub utilise ce header pour faire transiter des liens, typiquement pour la pagination. Plutôt que d'aller enrichir la représentation de la ressource abusivement avec ces liens-là, ils ont fait le choix, et c'est tout à fait recevable d'après la spec, d'utiliser le header links pour propager un certain nombre de liens, toujours accompagnés d'informations sémantiques. Donc ici, j'ai mis les deux liens en couleur pour qu'on les voit bien. Donc non seulement il y a le lien d'une part, mais il y a aussi une information associée, le next, le last, qui permet au client qui va consommer ce header de savoir dans quel contexte j'utilise tel ou tel lien. A noter que link est fait pour stocker des URL prêtes à consommer, complètes, pas des templates. Si jamais vous voulez faire transiter des templates d'URL que le client va devoir réagréger avec des informations live, il y a un draft qui existe justement sur un header cousin, qui serait le link template, que vous pouvez d'ores et déjà commencer à exploiter. Dès lors où vous le documentez, le client saura que s'il y a un template, il peut aller regarder aussi de ce côté-là. Je continue sur les débouchés qu'on peut avoir. On va maintenant imaginer quelque chose d'un peu plus sioux. On va imaginer qu'un client soit en capacité, sur les attributs d'une ressource, de détecter si la valeur elle est locale, directement retournée, ou si la valeur nécessite un second appel. Imaginez que votre client, lorsqu'il regarde l'attribut inStock de la ressource qui a été retournée, soit en capacité, par exemple en utilisant le type ici, mais pas forcément, ça pourrait être juste sur la forme de la valeur, en détectant qu'il y a une URL versus une vraie valeur, de pouvoir se dire, ok, je dispose de la valeur directement sous mon pied, le true, donc je peux la consommer, ou alors, si je veux la vraie valeur de inStock, je vais devoir faire un nouvel appel à mon API. Ça peut paraître un peu nébuleux. Maintenant, à quoi ça peut servir ça? Ça peut servir à une API qui, du coup, prendrait la décision de retourner, par exemple en fonction d'un user agent, une forme ou une autre d'une représentation. Je prends l'exemple des clients mobiles, où il faut éviter d'avoir trop de round trip. Par opposition à un client desktop, où on s'en fiche un peu, on a de la bande passante et de la latence beaucoup moindre. On pourrait imaginer que l'API fasse l'effort de retourner une réponse un peu plus verbeuse, mais contenant toutes les informations, peut-être trop d'informations, par opposition à une représentation plus allégée où certaines informations seraient en pseudo-lazy. Du fait de l'utilisation d'une URL, on est comme dans une forme de lazy loading en fait. La valeur n'est pas directement retournée, on ne l'a que si on va la chercher a posteriori.
Donc ça peut permettre de moduler la signature, les représentations d'une ressource par l'API en fonction de différents éléments. Le user agent, c'est un exemple que j'ai cité, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Voire de faire évoluer en se disant à un instant T, je retourne à une valeur, maintenant je considère que cette valeur n'est pas strictement nécessaire. Par contre, je dis comment je peux la retourner, et je passe le lien hypermédia vers. Et le client, s'il a cette capacité de détection, sera en mesure de pouvoir passer d'un mode de représentation à l'autre sans avoir de problème, sans péter. Donc on a quelque chose qui permet encore à l'API d'évoluer, mais sous une autre forme. Maintenant, le point central, le point sur lequel Roy Fielding insistait dans sa thèse, c'est d'utiliser les relations hypermédias pour la navigation, toute la partie manipulation, navigation et modification de l'état de l'application. Voilà quelle forme cela peut prendre. Imaginons qu'on retourne une entité classique, un product, et qu'on ajoute aux propriétés de ce product un certain nombre de liens. Ces liens vont décrire les transitions possibles partant de l'état courant de la ressource, qui peut varier dans le temps. Et donc, en décrivant ces différentes relations, ça va informer le client de sa capacité à agir, à aller au-delà. J'ai pris un exemple simple, j'aurais pu prendre un exemple vrai tiré d'une API telle que PayPal. PayPal utilise ce genre de mécanisme pour pouvoir justement informer le client des actions possibles sur les différents paiements, les transitions possibles qui sont offertes. Là, j'ai essayé de faire le plus parlant possible. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a récupéré une représentation? On peut potentiellement modifier son état. Là, on utilisera juste les verbes HTTP sur l'URL courante, mais on peut aussi aller plus loin, prendre la ressource et l'ajouter, créer une nouvelle relation avec une autre entité, etc. Et uniquement exprimé sous forme de lien, avec toujours des informations sémantiques pour que le client soit en capacité de distinguer ceci est un lien qui permet de faire ça, ceci est un lien qui permet de faire autre chose. L'API, pour construire cette collection de liens, elle va prendre en compte un contexte. Elle ne va pas mettre systématiquement toujours les mêmes liens. Ce contexte, il peut être basé sur pas mal d'éléments. Déjà, c'est basé sur le premier élément central qui est quelle est la ressource en question, quel est son état à l'instant T. Et donc, considérant cet état, qu'est-ce que je peux faire? Le deuxième, ça peut être aussi lié à l'utilisateur. L'utilisateur courant qui est en train de consulter la ressource, potentiellement, il n'aura pas les mêmes privilèges, les mêmes droits qu'un autre, et donc ça ne lui ouvrira pas forcément les mêmes droits au niveau des étapes suivantes. Donc c'est une façon de restreindre le périmètre. On est bien d'accord que ce n'est pas un moyen de sécuriser, c'est juste on informe le client, ça ne sert à rien d'essayer de faire autre chose. L'ensemble des possibilités étant listé ici. S'il fait autre chose, il se prendra une réponse directe et ferme pour le notifier qu'il n'a pas le droit. Il peut aussi y avoir d'autres paramètres qui sont pris en compte, on peut en imaginer plein. On peut imaginer qu'une action qui soit tributaire d'un service tiers, le service étant en maintenance, on supprime tout simplement la transition possible pour éviter au client d'échouer directement. On pourrait aussi le rediriger avec un autre lien vers une page qui explique qu'il y a de la maintenance sur l'action en question. Donc l'API, forte de cette analyse du contexte, elle peut construire un flow adapté. Et pas le client, c'est ça qui est important. Le client n'a pas besoin et n'a plus besoin, et c'est mieux, d'hardcoder la logique, d'autant plus que la logique est contextualisée. Donc s'il la hardcode, ça veut dire qu'en plus, il doit prendre toute la profondeur des règles associées et la redupliquer. Et ça, pour un langage A, pour un langage B, pour un langage C. Imaginez tous les risques derrière de problèmes d'implémentation d'une part et de fragilité d'autre part lorsqu'il y a une évolution. Donc quand on regarde ça, ce que j'ai présenté là, c'est un ensemble de liens qui vont permettre de modifier l'état de l'application en proposant un certain nombre de transitions. Et ces transitions sont exprimées sous forme de liens hypermédias. C'est le fameux buzzword, imprononçable, ou prononçable de différentes façons, qui décrit justement comment, via des relations hypermédias, on va pouvoir modifier l'état de l'application globale. Sur quoi on aboutit donc, à la lumière de tout ce que je viens de présenter? On aboutit sur des représentations qui sont plus complexes, qui vont être plus verbeuses qu'un simple POJO sérialisé. Ça veut dire qu'on n'a plus cette notion de POJO migrateur. Ce que j'appelle le POJO migrateur, c'est le POJO qui sert à tout. Il va servir à la persistance, il va être annoté avec du JPA de la tête aux pieds, et puis on lui rajoute des annotations pour la sérialisation, et au final on a un tas d'annotations qui est fantastique,
Et le POJO, il traverse toutes les couches, il remonte jusqu'à la surface, et il est porteur d'informations, certes, mais il lui en manque un certain nombre, et toutes les informations hypermédias, elles ne sont pas là. Donc ce concept du POJO migrateur, il est bien pour du Hello World, pour des articles de blog qui disent voilà comment on crée une API en 2 coups de cuir à peau, mais dans la vraie vie, il est peut-être un peu trop simpliste. Parce que, j'ai essayé de le démontrer là, il faut transporter de la donnée certes, mais de la métadonnée aussi. Et les relations hypermédias font partie de cette métadonnée que le POJO tout simple ne pourra pas propager. Du coup, on va se poser la question, mais quel format on va utiliser? On ne se posait pas trop la question quand on sérialisait un objet, on prend l'objet, il est sérialisé, et paf, on a le format. Maintenant, si on doit commencer à structurer la métadonnée, et la mixer de façon élégante avec la donnée, sous quelle forme on va pouvoir le faire? Et là, on va regarder justement de quoi on dispose dans la spec. Donc la notion de media types va décrire un certain nombre de formats qui vont permettre de représenter une ressource. Ces media types, on les utilise de 2 façons. Lorsqu'on est le client, on peut les utiliser pour informer le serveur du souhait du format dans lequel on souhaiterait recevoir une réponse. De la même façon, le serveur, lorsqu'il retourne sa réponse, il informe le client du format dans lequel il a exprimé la ressource, donc dans le format de la représentation retournée. Donc il y a des media types classiques que l'on connaît tous, donc colonne de gauche, que l'on croise, ceux que l'on utilise assez traditionnellement pour les API, surtout le deuxième, le premier étant assez souvent blacklisté, du fait de sa verbosité, et puis c'est pointu, donc on s'en méfie. Sauf que ces media types-là ne répondent pas forcément aux enjeux que j'ai présentés juste avant, il leur manque un certain nombre de choses. Et pour pouvoir exprimer justement ces métadonnées, ces données, savoir décrire ce qu'est un lien hypermédia, il faut aller un peu plus loin que du simple JSON. Il va falloir donc avoir un media type un peu plus fin qui va permettre de décrire qu'est-ce qu'une structure type lien, qu'est-ce qu'un ensemble de liens, sous quel nom je les regroupe, et sous quelle enveloppe j'exprime les propriétés de la ressource. Donc on sent bien qu'il va falloir aller un peu plus loin que le simple application/JSON, et donc commencer à structurer un petit peu les choses. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de standard autour de ça. Et donc du coup, là on va commencer à se gratter la tête. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas forcément besoin de standard. Il y a déjà un certain nombre de choses, et on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'au niveau de standardisation pour trouver chaussure à son pied. Typiquement, on peut imaginer 2 approches. On retrousse les manches et on crée son propre media type, parce qu'on considère que ce qui existe, c'est pas suffisant. La deuxième approche, c'est on regarde déjà ce qui existe et on fait son marché. Il y a pas mal de choses qui existent. Et je pense qu'il est plutôt conseillé de regarder parmi tous les formats qui ont été déjà réfléchis par des personnes assez compétentes sur le sujet et de sélectionner celui qui correspond à notre niveau d'exigence à l'instant T. Il n'est pas exclu de faire évoluer la chose et d'avoir une API après qui supporte 1, 2, n media types. C'est un peu plus lourd à maintenir, mais pourquoi pas. Donc il y en a un certain nombre qui existent, vous en connaissez peut-être certains parmi ceux-là. J'ai mis 3 petits points, parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus confidentiels, ou qui sont tout simplement en devenir, qu'on ne connaît pas encore maintenant, mais qu'on connaîtra demain. À quoi ça ressemble? J'ai pris quelques exemples pour illustrer. Le premier, Collection plus JSON, propose une enveloppe assez structurée qui va permettre de ventiler toutes les informations présumées nécessaires pour pouvoir présenter non seulement les données, mais en plus les métadonnées. Donc on va trouver des notions de liens, d'items, queries, templates, errors, chacun ayant une responsabilité bien spécifique et faisant transiter un certain type d'informations. Ce faisant, on structure, on crée une enveloppe, on structure les informations, et le client, sachant qu'il reçoit toujours des choses sous ce format-là, il a capacité à aller extraire ici ce dont il a besoin, ici, cela, en identifiant chaque type de données et en lui associant sa responsabilité. Un autre format qui est assez connu, Hypermedia Application Language, de la même façon propose une structuration en isolant un certain nombre de liens sous un underscore links, en mettant à plat les propriétés de la ressource retournée, en proposant aussi d'embarquer des ressources lorsqu'on a des différents niveaux d'imbrication. Chacune des ressources embarquées dispose aussi d'une structure similaire à la structure racine, avec possibilité d'avoir des liens, etc., etc. Troisième que je présente, qui est le format sirène, alors je le présente parce qu'il est un peu plus verbeux, il va plus loin dans la description des données retournées, des métadonnées retournées. En détaillant, par exemple, sous une enveloppe typique, quel est le type de données retournées.
via la classe, en citant les properties, entities, en faisant la distinction entre actions et links. Actions étant des relations hypermédias qui vont permettre d'agir sur l'état de l'application, links n'étant que des liens à consommer en type get. Avant d'aller juste après sur le slide, ce qu'on peut constater sur les 3 exemples que j'ai présentés juste avant, ce qu'ils ont en commun, malgré leurs différences, c'est qu'ils proposent tous une structure qui va permettre de véhiculer non seulement la donnée, mais en plus la métadonnée, et en définissant sous quelle forme les métadonnées et les liens, les relations hypertextes vont être exprimées. Maintenant, ça reste encore assez abstrait tout ça. La question qu'on peut se poser, c'est de quels outils on dispose. Et là, au jour d'aujourd'hui, le paysage actuel, il n'est pas forcément hyper riche, en tout cas pour couvrir tout le spectre. On va trouver pas mal de frameworks qui vont permettre de faire de l'API CRUD-like. C'est bien pour aller vite, c'est bien pour créer des choses comme je les ai présentées tout au début. C'est assez souvent orienté le Pojo migrateur qui va de la persistance jusqu'à la présentation. Par contre, lorsqu'il s'agit d'aller un peu plus loin, il n'y a plus personne. En tout cas, pas directement out of the box. Et c'est là où c'est potentiellement un peu déceptif. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution clé en main. En tout cas, dans l'écosystème Java, il n'y a pas vraiment de réponse qui permettent en un coup de répondre à ces enjeux d'insertion de données hypermédias directement dans les représentations. Cependant, les frameworks peuvent être enrichis de fonctionnalités grâce à des librairies tierces qui vont permettre d'apporter ou le support d'un médiatype spécialisé, ou la gestion, la création automatique ou simplifiée des relations hypermédias, et ce, en fonction du framework initial que vous avez choisi d'adopter, vous choisirez l'une ou l'autre des librairies spécialisées. J'en ai même cité une pour les développeurs Play, la dernière, Haseloff, un hommage à David, qui permet d'aller justement dans ce sens-là. C'était pour le fun aussi. On va rappeler encore une fois, mais je l'ai dit tout à l'heure, qu'une API, son rôle, c'est d'être consommée. Et donc, tantôt on est dans le rôle du développeur de l'API, tantôt on est dans le rôle du développeur du client. Et il ne faut pas oublier le rôle du développeur du client. Parce que c'est pas forcément le plus simple, et c'est pas forcément celui sur lequel on va trouver un maximum de littérature ou de librairie. Quand on fait le choix d'une représentation un peu plus complexe qu'un objet sérialisé, il faut se dire que derrière, il va falloir que les clients fassent un effort supplémentaire pour pouvoir parser l'information et extraire les données utiles. Le client, il va falloir qu'il comprenne qu'est-ce que c'est que la donnée, qu'est-ce que c'est que la métadonnée, comment j'utilise, etc. et comment je parse toutes ces informations. Et bien de la même façon, heureusement, il y a des personnes qui ont dû souffrir et qui, du coup, à l'issue de cette souffrance, ont créé des projets, des librairies. Et donc, on trouve un certain nombre d'outillages, que ce soit en langage JavaScript ou en langage Java. Je n'ai pas cité d'autres langages, mais il y a beaucoup d'initiatives dans d'autres langages alternatifs, qu'ils soient sur la JVM ou non, qui vont permettre de comprendre ces représentations un petit peu plus riches que les représentations traditionnelles et pouvoir en extraire de la donnée. Après, il faut relativiser un petit peu sa peine si jamais on ne trouve pas une librairie adaptée. On peut aussi descendre d'un niveau et aller un petit peu plus dans le dur du parsing et tout simplement requêter, chercher des informations avec des librairies comme JSONPath qui vont permettre, sachant quelle est la donnée qu'il faut rechercher, de pouvoir trouver le bon lien qui contient la bonne information sémantique de façon relativement rapide. J'approche de la fin. Si je dois synthétiser, en fait, il n'y a aucune obligation. Personne n'a écrit « Vous devez utiliser les relations hypermédias dans votre API ». Cependant, dès lors où vous flaguez votre API de l'acronyme REST, il serait souhaitable d'aller jusqu'au bout de la démarche ou alors de ne pas mettre le tampon. Sinon, c'est de la publicité mensongère. Dès lors où vous appelez votre API REST, essayez de faire cet effort de rajouter les relations hypermédias. Certes, on peut reconnaître une complexité supérieure avec plutôt que sans. Mais la complexité, elle est encore une fois assez relative. Et surtout, il faut la mettre en perspective par rapport au gain. Derrière, à court terme, effectivement, on a l'impression que ça va coûter. Mais à moyen et long terme, ça va offrir de la flexibilité à votre API. Ça va offrir de la pérennité, elle va pouvoir s'inscrire plus longtemps dans le temps, on ne va pas être obligé de versionner, version 1, version 2, version 12, etc. Et à chaque fois, avoir une ribambelle de clients qui sont mécontents parce qu'ils doivent évoluer dans la douleur, et d'attendre qu'ils aient tous évolué, surtout ça le problème.
Et donc votre API va gagner en robustesse. Donc ces gains-là, ils ont une valeur. Et cette valeur-là, il faut la prendre en considération. Et lorsqu'on fait l'effort de créer une API, il faut essayer de se projeter sur le long terme. Je voudrais finir par un mot de la fin et rendre à César ce qui appartient à César, donc à Roy Fielding, l'auteur de la thèse sur REST, une citation qu'il a faite en 2008, qui est assez intéressante, qui vaut pas que pour les API, qui vaut de façon générale, qui nous invite à utiliser notre cerveau lorsqu'on crée quelque chose, ce qui est en général assez utile. De ne pas faire un design orienté par les buzzwords. Ça, c'est dur, surtout de nos jours où on baigne dans le buzzword, et à croire qu'on s'y complaît presque. De ne pas croire tout ce qu'on lit, ou en tout cas de croire ce qu'on lit lorsque l'auteur a un certain niveau de légitimité sur le sujet. Très souvent, lorsqu'il y a un nouveau sujet qui sort, et donc quand il y a une dynamique qui est créée, pour ne pas dire un buzz, beaucoup d'articles sortent, et le meilleur côtoie le pire. Donc il faut être assez critique, prendre un peu de recul, recroiser ça avec les ouvrages de référence, les écrits de référence, et voir si effectivement ce qui est écrit, qui peut paraître simple ou sexy, va dans le bon sens. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut miser durablement, ou est-ce que c'est un piège? Et enfin, le dernier point qui est très important et qui justifie un petit peu l'écriture de sa thèse et la proposition du style architecture REST, je pense qu'on a tous conscience, il faut prendre en considération le fait que le changement est inévitable. Tôt ou tard, ce qu'on écrit à un instant T devra être challengé, enrichi, modifié, etc. Dans tous les cas, ça va bouger. Et si on fait quelque chose qui ne peut pas bouger, ça va forcément poser un problème. Et un problème qui aura un coût. Je vous remercie pour votre attention. Et je laisse la place aux questions. Pour les questions, il y a des micros. Plutôt que je cours partout dans la salle, je vous propose d'aller les attraper ou de demander à vos voisins de les attraper pour vous. Oui, j'ai une question. Ah oui, là-bas. Tu évoques le fait qu'on doit indiquer dans les liens les actions qu'on peut avoir derrière. Est-ce que ça veut dire qu'une API, finalement, n'est portée que par une seule et unique URL racine qui va me permettre ensuite de naviguer dans tout le graphe d'objets et donc toutes les actions qu'il y a derrière? C'est un concept qui est assez souvent avancé, d'avoir une API qui permette d'être découverte en partant d'un point d'entrée unique. Pourquoi pas? On peut pousser assez facilement ce concept-là dès lors qu'on a commencé à avoir ces relations hypermédias. Après, souvent, ce qui est objecté par rapport à ça, c'est de se dire, oui, c'est quand même pénible de à chaque fois devoir rentrer par le point d'entrée, de tout découvrir pour enfin être opérationnel. C'est pas faux. Mais après, rien n'empêche de le faire une fois, de mémoriser, si on est tenté par le développement d'un client de ce niveau d'automatisme, de mémoriser l'ensemble des opérations et de les conserver dans un cache en se disant, voilà, j'ai pris un snapshot de ce qui était possible de faire à un instant T. Périodiquement, j'irai redécouvrir l'API, mais je ne le ferai pas systématiquement. Mais oui, ça peut être une façon de procéder. Je répéterai la question dans ce cas-là. Ah oui, c'est un débat. Quid du waddle, la question. En fait, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont pu naître justement pour essayer de donner un cadre, une structure pour exprimer les différentes signatures des API. Waddle en est une parmi N. Je suis pas forcément enclin à aller dans cette voie-là. C'est une voie qui est un peu, qui je trouve a un peu pris ses sources par inspiration de SOAP, de la façon de faire. Et pour moi, c'est pas forcément la façon la plus simple ou intuitive d'exprimer le contrat de service que l'API propose. C'est mieux, malgré tout, de faire usage de ce type d'initiative que de rien faire. Enfin, voilà, s'il faut mettre le curseur, il faut reconnaître le verre à moitié plein plutôt que de zoomer sur le verre à moitié vide. Et il vaut mieux avoir recours à ce type de formalisme plutôt que rien du tout. Ça répond plus ou moins, je pense. Oui. L'interprétation des données hypermédias, faut-il mieux le faire côté client ou serveur? Alors la question est, l'interprétation des données hypermédias, vaut-il mieux la faire du côté client ou du côté serveur? C'est-à-dire C'est-à-dire, si on le fait côté serveur, on va renvoyer du HTML pour réduire et qui sera affiché directement dans la base. Si on le fait côté client, ça va être plus une application de single page. Renvoie des données JSON qui vont être interprétées par le client. Alors, si je comprends bien le deuxième niveau d'information,
Est-ce qu'on retourne quelque chose qui est complètement construit, prêt à être consommé au client, auquel cas on pourrait imaginer une espèce de proxy qui suivrait automatiquement les relations pour construire une représentation consommable en l'état, ou est-ce qu'on laisse le soin au client d'aller faire les différents appels pour construire sa représentation? C'est à peu près ça? Non. Mmh. J'aurais tendance à dire, et on n'est pas forcément dans le cas d'une single page pour ça, qu'il vaut mieux laisser le client prendre ses décisions. Tous les clients qui consomment une même API n'ont pas forcément vocation à rendre le même service. Certains clients vont consommer un sous-ensemble de l'API pour rendre un service particulier, d'autres épouseront plus de fonctionnalités de l'API pour rendre un autre service. Si on pré-mâche les scénarios et qu'on renvoie quelque chose de directement utilisable, ça veut dire qu'on se cale sur un seul use case. Et donc du coup, je serais plus dans l'optique de dire, je permets au client, à la personne qui a développé le client, de faire ses propres choix et de consommer l'API tel que je le présente, mais après tel qu'il le souhaite aussi, s'il se conforme aux contraintes précédemment exprimées. Autre question, oui? Ah, j'adore cette question. Démultiplier la requête. Est-ce que vous savez combien de requêtes il y a dans une page web normale? Est-ce que vous avez regardé un petit peu? Et on en reparlera après. Lorsqu'il y a 50 ou 100 requêtes qui sont envoyées pour récupérer les ressources, personne ne s'en offusque. Alors faire 20 requêtes ici, oui, c'est un risque. Mais après, on a inventé des mécanismes pour limiter. Par exemple, dans une collection, si on pagine, on va à peu près maîtriser la volumétrie qui est retournée sur chaque page. Et après, si on doit envoyer quelques liens, quelques requêtes sur quelques liens, c'est pas forcément traumatisant. Autre point important, il y a quelque chose qui a été inventé depuis fort longtemps qui s'appelle le cache. Et le cache, ça envoie du lourd, c'est plutôt pratique. Le cache local ou le cache intermédiaire sur le réseau va rendre des services, surtout le cache local. Et du coup, ce nombre de requêtes-là, il peut être un peu coûteux, mais encore une fois, relativisons le coût par rapport à une page web normale. Et je vous invite à regarder assez régulièrement combien de requêtes passent dans l'onglet Network. Et ça donne le vertige. Et donc, voilà, pour moi, non, c'est pas un vrai problème. Lorsqu'on retourne une collection d'entités, je retourne un certain nombre d'informations associées pour décrire les entités, mais de façon succincte, et ensuite les liens vers les entités. On ne retourne pas un tableau des entités complètes dans une collection. C'est juste pour économiser des appels. Pour moi, ça ne justifie pas comme ça. Autre question là-bas ? Oui. Ouais. Alors, pour l'exemple de la page, alors je vais reprendre la question. La question c'est, est-ce qu'on n'est pas en train d'inverser le couplage duquel on voulait se protéger, qui est un couplage fort du client sur l'API, en train de faire un couplage fort de l'API sur le client? Je ne pense pas. Réponse courte. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'exemple type de la pagination, on peut très bien laisser libre choix. Il peut y avoir deux choix. On impose la pagination pour tout le monde, et là le client, on lui donne une règle, et on dit voilà, je pagine 10 par 10, on n'en parle plus. Ou alors on peut dire, bah, voilà, j'ai un peu de flexibilité, je t'autorise à paginer dans un range de 1 à 60 ou 1 à 100, et après les clients font ce qu'ils veulent, ils ont un URI et template, ils l'utilisent à bon escient, et ils vont paginer comme ils le veulent. Dans tous les cas, l'API doit répondre à des use cases, donc dans tous les cas, c'est l'API elle est faite pour servir quelque chose. Donc forcément qu'elle oriente un petit peu le tir. Après, on peut donner un peu de flexibilité autour de tout ça, en proposant des templates d'URI, par exemple, sur la pagination, pour permettre aux clients de s'adapter à ces différents cas d'utilisation, et de se dire, bah voilà, j'ai un cadre dans lequel je peux naviguer, j'ai un peu de latitude,
et je m'inscris là-dedans, et je consomme comme on me l'a dit. Donc pour moi, il n'y a pas de couplage de l'API sur la contrainte client. L'API doit répondre à un besoin, elle est faite pour. Il ne faut pas chercher à avoir une API générique qui fait tout. Il faut chercher à avoir une API qui répond à un besoin particulier. Ça répond à peu près? Question devant? Pour éviter le Pojo migrateur, je veux dire. Oui. Le Pojo migrateur, qu'est-ce que tu conseilles niveau design derrière objet, etc. En particulier, comment symboliser ou faire le lien entre justement les liens vers les autres sources et les objets. Alors, est-ce que tu découpes des DTO, qu'est-ce que tu fais, comment... Alors la question c'est, pour s'affranchir du concept du Pojo migrateur sérialisé, comment on doit gérer justement le passage de cet objet qui de toute façon arrive de la couche de persistance vers un nouvel objet qui sera présenté. Ben, le DTO, c'est pas une mauvaise manière de procéder. Typiquement, il peut y avoir des enveloppes qui vont permettre de récupérer toutes les informations, de déshydrater les informations du Pojo pour réhydrater l'enveloppe. Ça se fait quand même à des coûts assez faibles si on choisit la bonne lib, je suis d'accord. Toutes les libs ne sont pas égales là-dessus sur le mapping objet-objet. Pour autant, il y a des API qui sont plutôt performantes. On en a utilisé une assez récemment chez Iponk et Geda, qui a de très bonnes performances, et qui permet justement de passer de l'objet qui vient de la persistance, de la ressource, à un autre objet qui est la représentation, qui va être enrichi de métadonnées. Et donc pour moi, il y a vraiment deux univers. Et il faut vraiment les découpler, puisque derrière, en les découplant, on peut se permettre de plus facilement faire évoluer les briques internes de notre système sans impacter non plus la signature de service, entre guillemets, de l'API. Donc faire ça, ça force le découplage, et pour moi, c'est plutôt sain. C'était la dernière question, on me le dit. Donc, je vous remercie encore.